Ok. Eh ben, merci, en tout cas, merci. Moi, je suis très content d'être là. Je suis très content de faire partie de l'IREP Day. Je suis très content aussi de pouvoir vous parler de contenu parce que, en effet, ça commence à être un petit peu teasé, mais on a eu une fin d'année un petit peu difficile chez Popia en 2019 et on a eu une année en 2020 qui est plutôt chouette. Et tout ça vient en grande partie d'une stratégie de contenu qu'on a mis en place et c'est ce que je vais tenter de vous expliquer aujourd'hui. Juste pour le principe, le Chevalier du Roi, donc moi normalement je suis directeur marketing chez Popia, et comme on aime bien les titres un peu plus cool que directeur marketing chez Popia, c'est Chevalier du Roi, et moi je préfère même le mettre à l'écrit parce que Chevalier du Roi ou du héroïsme, ça dépend un petit peu comment vous pouvez le lire. Et donc voilà, donc on va voir un peu comment investir dans du contenu de qualité pour fédérer ses utilisateurs. Avant de vous expliquer tout ça, je vais commencer par... Et ça marche. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu ce qu'est Popia parce que j'ai besoin que vous compreniez le produit pour vous expliquer les stratégies qu'on a mis en place. Et Popia, on l'a dit, c'est un jeu par courrier postal qui va faire lire et écrire vos enfants et qui va développer leur imaginaire. Concrètement, comment ça se passe? Votre enfant va recevoir une grande enveloppe dans sa boîte de lettres à son nom et il va ouvrir l'enveloppe et puis il va découvrir qu'il est par exemple le roi ou la reine d'un royaume. Il va voir une couronne de roi, un badge de roi, une carte d'un royaume. Pour l'instant, il ne va pas trop comprendre. Et puis, il va recevoir des lettres. Ces lettres, c'est les habitants du royaume qui lui écrivent. Il y aura la grande magicienne, le général des armées, etc., qui vont lui écrire pour lui dire qu'ils sont super contents, tout le peuple est super content d'avoir un nouveau roi, mais qu'en même temps, c'est un peu la pagaille au royaume, parce qu'il y a un méchant mage qui est venu semer le trouble. Et du coup, comme c'est lui le roi, on a besoin de son aide pour pouvoir sauver le royaume. L'enfant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit lire les lettres, prendre son stylo, répondre par écrit, renvoyer ça par la poste. Ça arrive chez nous. Là, c'est lu par une vraie personne, pas par un algorithme, par une vraie personne, par un écrivain, et qui, en fonction des choix de l'enfant, va écrire la suite de l'histoire. Si l'enfant a des questions, il peut poser ses questions aux personnages, les personnages lui répondront. Si par exemple il demande si on peut faire une école de magie dans le château, on lui dira mais pas de problème Seigneur, on fera une école de magie dans l'ouest du château, on l'appellera Magisterium, j'en sais rien. Et donc du coup il va pouvoir interagir comme ça avec les personnages et interagir avec l'histoire. Donc on a un truc sur quelque chose de ultra personnalisé et ultra interactif. Et ultra compliqué à expliquer aussi quand même. Vous avez eu le temps que j'ai mis pour l'expliquer. Mais c'est magique. Et du coup, ce produit qui est vraiment magique, nous on y croit à fond chez Popia. Ça fait 6 ans que la boîte existe. On est à peu près sur 50 000, même je pense aujourd'hui plutôt 60 000 enfants qui ont joué ou qui jouent à Epopia. Et donc on est à fond dans cette aventure, quoi. On est à fond dans ce produit et on est persuadé qu'il est efficace et qu'il aide les enfants justement à se reconnecter avec leur imaginaire et la lecture et l'écriture. Du coup, en 2019, on a fait une levée de fonds, ce qui a été expliqué, et avec cette levée de fonds, on s'est dit qu'on allait faire une grosse campagne télé, et que comme ça, toute la France allait connaître Epopia, et que notre produit il est tellement génial qu'à partir du moment où ils le connaîtront, forcément tout le monde devra s'abonner à Epopia, et on pourra nager, il n'y a pas tout le temps les slides, normalement je fais des belles slides, mais elles ne sont pas là, on pourra nager dans des piscines de courrier, et recevoir plein de courriers d'enfants. En même temps, en plus de la campagne télé, on se dit, on va faire notre campagne télé, mais il faut qu'on soit partout, vraiment partout dans les médias. Et donc, du coup, on se prend une agence de relations presse. On essaie de prendre les meilleurs, en tout cas ceux qui se vendent comme les meilleurs, qui nous promettent des plateaux télé au bout d'un mois et tout. Donc, ils coûtent cher, mais on se dit, franchement, ils ont l'air pas mal. Du coup, ça va marcher. On lance notre campagne télé, on lance notre communication avec l'agence de RP, et là, quelques semaines ou quelques mois après, on se retrouve avec une piscine vide. Pourquoi? Parce qu'absolument rien de tout cela n'a marché. La campagne télé, alors elle a bien été diffusée, mais on est sur un spot de 15-20 secondes, c'est ça la télé? Ça coûte très très cher. Ne faites jamais de télé, ça coûte très très cher. Et du coup, vous avez vu le temps que j'ai mis pour vous pitcher Epopia, où j'ai essayé d'aller vite. Vous imaginez ce que ça peut donner en 15-20 secondes. Et du coup, on a fait un super spot, qu'on avait fait avec une très belle agence et tout ce qu'on veut, mais à aucun moment, on arrivait à faire passer la magie un petit peu qu'il y a dans Epopia, et à aucun moment on arrivait à être assez pédagogique sur le produit. On arrivait juste à teaser un truc qui était compliqué à comprendre à l'écran. Donc du coup, là, on s'est rendu compte que c'était un petit peu compliqué, parce qu'on voulait faire une forte croissance, et puis ça marchait pas du tout, et puis en plus, on avait cramé quand même pas mal du budget qu'on avait réussi à récupérer avec la levée de fonds. Mais normalement, on avait toujours l'agence de RP derrière, et en fait, notre chère agence de RP, elle a eu 0 retombée. On a eu 0 interview, 0 plateau télé, rien du tout. Rien. Et on nous expliquait que c'était les gilets jaunes, c'était compliqué, le contexte médiatique, etc. Du coup, on était un peu mal barré quand même, et puis on commençait à se sentir un petit peu mal, quoi. Donc on s'est dit qu'il fallait réfléchir à tout ça et pivoter dans notre stratégie marketing. Et du coup, comme on aime bien faire les choses pas à moitié, on a fait un pivot assez radical qui va toucher et le contenu et la manière de communiquer auprès des journalistes. Et c'est ce que je vais tenter de vous expliquer aujourd'hui.
pour les journalistes. Donc du coup, pour les journalistes, on a cette fameuse agence RP qui n'a rien eu. Mais moi, je suis persuadé que, encore une fois, notre produit il est génial. Forcément, les journalistes, ça va les intéresser. Donc du coup, je dis, bon, bah, on arrête de prendre des agences RP. Je pense qu'il y en a des très bien, hein, on n'avait pas trouvé la bonne. Donc on arrête de prendre des agences RP, et c'est moi qui vais m'occuper de faire les RP de Epopia. À ça, il y a un petit problème quand même, qui est que j'ai jamais eu de formation pour faire des RP, je ne sais pas faire un communiqué de presse, je n'ai jamais parlé des journalistes, donc autant dire que c'était quand même plutôt mal barré. Et du coup, je me dis, bon, si l'agence RP n'a pas réussi à nous avoir d'interview, alors qu'elle a un réseau que je n'ai pas non plus, qu'elle a un savoir-faire que je n'ai pas non plus, il faut changer radicalement notre manière de procéder. Et du coup, je ne suis pas mis à faire des communiqués de presse que j'ai diffusés à la terre entière. J'ai essayé de chercher des gens qui portent des valeurs qui, d'après moi, sont assez similaires à celles d'Epopia, et qui, du coup, seraient sensibles à ce qu'on fait chez Epopia. Je vais vous donner 3 exemples de tactiques qui ont été réalisées et qui ont marché, avec 3 cas différents. Le premier cas, c'est le tout premier que j'ai eu, alors celui-là me tient vraiment à cœur, c'est Fabrice Florent, qui est le créateur de Mademoiselle, de Rocky et de un podcast à la base qui s'appelle Histoire de Daron. Histoire de Daron, c'est un podcast sur la parentalité, que je vous invite à écouter d'ailleurs, c'est de la bombe atomique. Et donc moi je suis un auditeur de l'Histoire de Daron, et puis du coup à force, j'entends ce mec assez régulièrement dans mes oreilles interviewer des jeunes parents, quoi. Et je vois qu'il lance un autre podcast qui s'appelle Histoire de succès. Je connais absolument pas ce bonhomme, hein, je l'écoute juste, mais j'ai jamais eu aucune interaction avec lui. Mais du coup, je le trouve sur LinkedIn et je lui envoie un message sur LinkedIn. Je me rappelle assez bien, c'était un mardi matin à 9h. Je lui fais un long mail, je lui repitch tout, Epopia. Je lui explique à quel point on a foi dans ce qu'on fait, je lui explique un petit peu les succès qu'on a eus et pourquoi ce serait pertinent d'être dans l'histoire de succès. Le mec me rappelle à midi, le même jour, en me disant que c'est la première fois qu'il rappelle quelqu'un aussi vite, mais que mon message l'a touché, que le produit a l'air génial et que, bon, vas-y, Banco, viens, on fait une émission ensemble. Du coup, quelques semaines après, on a Rémi Perla, voilà, qui est passé dans Histoire de succès. Donc c'est un premier podcast avec une grande écoute, qui est pertinent et qui en plus est dans notre ADN, qui est en lien avec nos valeurs. Du coup, je me dis, bon, le truc marche, la tactique fonctionne, sauf que je ne sais pas toujours comment trouver les contacts des journalistes, et puis en vrai, c'est quand même assez compliqué à trouver, surtout pour les très gros journalistes. Du coup, je réfléchis encore une fois et je me dis, bon, je vais peut-être pas forcément aller cibler que des journalistes, je vais aller cibler des personnes qui connaissent les journalistes, mais qui sont aussi remplies de valeurs. Là, je m'attaque à Nicolas Chaban. Nicolas Chaban, c'est le fondateur de C'est qui le patron. Alors, je ne sais pas si vous connaissez C'est qui le patron. C'est une boîte qui est absolument géniale, hein. Ils sont en train de dynamiter tout le rapport du commerce des produits agricoles, en quelque sorte, hein. Ils sont attaqués aux boîtes de lait, avec le principe simple qui est que les agriculteurs qui travaillent comme des dingues n'arrivaient pas à gagner leur vie en travaillant. Parce que le prix du lait, notamment, était vendu trop bas et ne leur permettait pas de gagner leur vie. Donc eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont mis à faire des boîtes de lait qui rémunèrent le producteur au juste prix. Okay, et depuis, ils ont créé plein de produits, c'est absolument génial et tout. Et donc ce mec-là, c'est un gars qui a fait plein de choses avant. Moi, j'avais lu son bouquin pendant l'été, je trouvais ça vraiment bien. Je me dis, purée, le mec est rempli de valeurs quand même. Forcément, il va sentir un truc avec Epopia et puis ça va marcher. Du coup, je le trouve sur LinkedIn, j'ai écrit à Nicolas Chaban. Il faut savoir que le mec fait des plateaux télé tout le temps, enfin, il n'a pas de temps normalement pour répondre à des gens, c'est pas possible. Je lui écris sur LinkedIn, je tente ma chance, et quelques jours plus tard, il me répond en disant « Mais écoutez, votre histoire, c'est génial, je ne peux pas vous donner tous les contacts des journalistes, mais en tout cas, essayez sur Europe 1 avec la France Bouge, franchement, je pense qu'il sera intéressé par votre produit, vous vous dites que vous venez de ma part. » Il donne le mail de Europe 1. J'écris à Europe 1, de la part de Nicolas Chaban, ce qui est un peu un passe-droit de toutes les barrières qu'on peut avoir, hein. Et du coup, quelques semaines plus tard, on fait... slide, normalement avec sa petite photo de preuve à chaque fois. On fait l'émission sur Europe 1. Donc ça, c'est le deuxième cas où du coup, on n'est même pas obligé d'aller chercher forcément directement des journalistes. Il faut aller chercher des gens qui vont être sensibles à notre cause et qui vont pouvoir nous aider à trouver les contacts, quoi. Et troisième exemple, qui est un petit peu plus tordu, un peu plus perché, mais qui a quand même fonctionné, qui est avec... ça marche pas ? Yeah. Qui est le prix de la BD Fnac France Inter. Alors, il faut savoir que moi, je suis aussi un grand fan de bande dessinée. J'adore les bandes dessinées, j'en lis plein et tout. Et ce concours de la BD, j'avais déjà essayé d'y postuler pour être transparent un an avant. Puis, je n'avais pas été pris parce qu'il y a beaucoup trop de demandes. Et là, je revois ce concours. Et puis, cette année-là, en 2019, le parrain du concours, c'était Antoine Decaune, qui, déjà, est monsieur Antoine Decaune, et qui, en plus, a son émission Pop 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 sur France Inter. Et là, je me dis, purée, si j'arrive à faire partie du jury du concours, il y a moyen de voir Antoine Decaune. Si je vois Antoine Decaune, il y a moyen d'être dans Pop Pop Pop. Donc du coup, je postule, je m'arrache la tête, je fais une grosse candidature, j'envoie tout ça. Quelques semaines plus tard,
je suis pris dans le jury, donc je fais partie des 30 personnes qui font le jury populaire pour élire la meilleure BD de l'année. Quelques semaines plus tard, donc je reçois les BD, je fais les critiques, je demande si je peux participer à la cérémonie de remise des prix du grand gagnant. On m'accorde le droit d'aller à la cérémonie de remise des prix. Je me retrouve devant Antoine Decaune, je lui saute dessus, littéralement. Je lui dis, écoutez, je vous embête 2 minutes, et puis promis, si j'arrive pas à vous convaincre, après je vous laisse tranquille, mais s'il vous plaît, laissez-moi 2 minutes pour tenter de vous convaincre et de vous montrer le kiff que j'ai à parler de mon produit, quoi. Le mec est d'accord, je commence à lui parler. Au bout d'1 minute, il m'arrête. Je dis, purée, c'est mal barré. Il me dit, attends, laissez-moi chercher mon réalisateur et puis je reviens. Il va chercher son réal, il revient, je repitch avec le réal, et du coup, quelques semaines après, on a fait Pop Up Up sur l'émission dans France Inter. Donc ça, c'était ma grosse victoire l'année dernière, ça, j'étais content. Ça, le truc de tout ça, en fait, c'est de dire quoi? C'est de dire que dans notre manière de communiquer, déjà, dans le type de contenu qu'on peut faire, on voit que plutôt que de faire un truc générique qu'on va envoyer à 10 000 personnes en se disant qu'on va avoir un taux de conversion de je sais pas combien de pourcents et que dans le lot, il y en aura forcément un qui sera motivé, moi, j'ai écrit quasiment à personne, quoi. C'est juste que les personnes à qui j'écrivais, je les ciblais, et pas par un point de vue stratégique de sera tel média, c'est celui qui a la plus grosse audience. Non, par un point de vue stratégique de moi je kiffe ce média, je kiffe ce qu'il fait, et il y a un intérêt à ce qu'il parle de notre produit. Vous voyez. Donc ça, c'est un peu la première leçon, et du coup, maintenant on prend plus d'agence RP, et puis on continue à faire les RP tout seul. Et d'ailleurs, si vous pouvez m'aider, j'ai d'autres cibles, hein. Si vous pouvez m'aider à avoir Augustin Trapenard, Mouloud Achour, tout ça, je suis preneur, si vous avez des contacts. Donc ça, c'est pour la partie RP. Et du coup, il restait quand même un autre truc, et que bon, on a beau faire des RP, on a beau passer dans des médias, ce qui est génial, on était quand même toujours un peu en déficit, hein, on était même en décroissance quasiment par rapport à l'année précédente, sur la fin d'année 2019, donc c'était quand même toujours un petit peu le stress. Et donc là, on s'est dit, bon, il faut qu'on change notre stratégie de contenu. On a testé quoi? On a testé le fait de faire des gros contenus qui coûtent cher à produire, qui coûtent cher à diffuser, et qui sont grand public, quoi. On a fait l'opposé, et donc du coup, on s'est dit, maintenant, on va partir sur des contenus qui coûtent moins cher à produire, qui coûtent moins cher à diffuser, mais qui doivent avoir une valeur ajoutée forte. Et ça, la phrase qu'il y a au-dessus, là, c'est devenu un petit peu le mot d'ordre qu'on a tous eu chez Epopia pendant cette année 2020, qui est devenu, il faut apporter du contenu récurrent de qualité à notre communauté. C'était presque un mantra qu'on se répétait le matin, ça, vous voyez. Il faut apporter du contenu récurrent de qualité à notre communauté. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis en ordre de bataille pour créer tout ce contenu et essayer de faire en sorte d'avoir quelque chose de cohérent qui porte nos valeurs, qui porte notre ADN, et qui puisse aussi, du coup, engager des gens avec nous. Comment on a fait ça? Alors, c'est la recette qu'on a fait nous, hein. Je ne dis pas que ça marche pour tout le monde, mais il y a des trucs assez génériques qu'on peut tirer de ça. Le premier truc, c'est qu'on a défini nos piliers de contenu. Les piliers de contenu, ou les content pillars, parce qu'on aime bien mettre des mots anglais partout dans le marketing. Les piliers de contenu, c'est quoi? C'est ce qui va faire que quand vous allez devoir créer un post, par exemple, vous n'allez pas vous interroger chaque jour de « bon, ok, alors de quoi je parle aujourd'hui? Alors, ok, c'est le jour de l'automne. » Vous voyez, le truc que tout le monde fait, et on s'en fout que ce soit la fête de l'automne. Donc, les piliers de contenu, c'est quoi? Ça va être un truc qui va permettre de définir vos grands axes de communication qui vont refléter vos valeurs et votre ADN. Nous, on en a déterminé 4, que je vais vous détailler un petit peu. On a l'interaction, la pédagogie, les coulisses et la littérature jeunesse. L'interaction, pourquoi? C'est assez simple normalement, si ça passe. Voilà. L'interaction, parce que, je vous l'ai dit, hein, on est le média le plus interactif jamais créé. Personne n'arrive à faire quelque chose de plus interactif que nous. Un jeu vidéo, vous pouvez interagir avec du décor, des personnages et tout, vous ne pouvez pas poser des questions aux personnages qui vous répondent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, l'interaction, elle est forcément ultra forte chez nous et on interagit énormément avec les enfants. Ce qu'on s'est dit, c'est que, ok, on interagit avec les enfants, mais on peut aussi interagir avec les parents. Et la réflexion qu'on a eue, et là c'est assez intéressant, c'est comment, en partant d'une réflexion qui était même un peu à la base marketing, on va pas se le cacher, comment ça allait toucher même les créatifs et les écrivains, on s'est dit, en fait, la prochaine histoire, c'est pas nous qui allons choisir dans notre coin comment on va la faire. On va demander à notre communauté de parents, parce qu'eux, ils connaissent leurs enfants quand même, on va demander à notre communauté de parents quelle va être la prochaine histoire qu'on va construire. Donc, on s'est mis à faire des questionnaires en ligne pour demander aux gens, bon, la prochaine histoire, ça va être quoi? Ça va être une histoire dans l'espace, ça va être avec des pirates, ça va être un voyage autour du monde, ça va être quoi? On a commencé à poser des questions comme ça. Ça, c'était un premier questionnaire. On avait un peu peur quand on a lancé le premier questionnaire que absolument personne ne réponde. Donc on avait mis des trucs à gagner, des abonnements et tout. On a eu beaucoup de réponses. Je crois qu'on était au-delà des 5000 réponses, quelque chose comme ça. Mais potentiellement, c'était parce qu'il y avait des abonnements à gagner. Du coup, les questionnaires d'après, on a enlevé les abonnements à gagner. On a eu moins de réponses, mais on tournait toujours autour des 1000, 2000 réponses, ce qui est énorme, parce que là, on parle de 1000, 2000 personnes qui, sans rien avoir à gagner,
se mettent à vous aider pour produire du contenu pour leurs enfants, en fait. Donc, ils voient l'intérêt direct qu'il y a entre l'effort qu'eux, ils font et ce qu'auront les enfants à la fin. Donc, on leur a posé plein de questions. On est parti du thème de l'histoire. On est arrivé jusqu'au choix des personnages, à quoi vont ressembler les personnages, le nom des personnages. On leur a fait écrire un des épisodes. On a écrit un des épisodes aussi avec eux. Et donc, on avait pour ça des questionnaires en ligne et puis évidemment des vidéos. On a fait plein de vidéos autour de ça pour leur expliquer quel était le cheminement, où on en était dans la construction de l'histoire. Histoire qui sort bientôt d'ailleurs dans quelques semaines. Deuxième truc, c'est la pédagogie. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, Epopia, ça cherche aussi à ramener les enfants vers la lecture et l'écriture. Donc on est forcément, même si ce n'est pas forcément l'objectif en soi suprême, mais on a cette culture et cet ADN fort de pédagogie. Ce qu'on a fait, on avait déjà un blog en fait avec plein de fiches pédagogiques dessus, des fiches de lecture, des dictées, des fiches qui allaient pour les enfants du CP au CM2. Et en fait, on a continué à en construire de plus en plus. On s'est retrouvé avec du coup là on était à 123, on est même monté à 150, 200 fiches pédagogiques pour accompagner les enfants dans la lecture et l'écriture. Ça, je reviendrai dessus après, mais ça nous a déjà fait du SEO à fond. Parce qu'en fait, les parents cherchent dictée CM1 pour enfants. Oui. Donc déjà, ils tombent sur notre site. Et en plus, ce qui s'est passé d'assez cool et pas cool, le côté pas cool, c'est qu'il y a eu le confinement. Du coup, les parents étaient confinés avec leurs enfants, à devoir faire l'école à la maison. Ils ne savaient pas comment s'y prendre. Et du coup, nous, c'était cool pour nous. On a réagi le week-end où ils ont annoncé que les écoles fermaient. On a pris toutes nos fiches qui étaient éparpillées sur le blog, on a tout rassemblé en un gros pack et on l'a diffusé sur les réseaux sociaux en disant tenez, on ne sait pas trop ce qu'on peut faire pour aider, mais n'empêche que nous, on a ces fiches-là, elles sont gratuites, elles sont en téléchargement libre, allez-y, partagez-les, diffusez-les. Et du coup, elles ont été téléchargées quelques dizaines, je ne sais pas, 50, 60 000 fois. Donc ça nous a permis aussi, sans parler directement du produit, d'aller montrer les valeurs et l'ADN qu'on porte. La pédagogie, après, on peut croiser les piliers. La pédagogie, on l'a aussi fait avec les interactions des parents, parce que les parents, on leur a demandé de nous aider à construire l'histoire. Du coup, on s'est mis à faire des vidéos pédagogiques où on explique comment construire une histoire. C'est quoi l'arc narratif, c'est quoi l'évolution des personnages. Et ça, c'était notre directeur créatif qui faisait des sortes de web-séries sur ces explications. Pédagogie, on a fait aussi les coulisses d'Epopia, parce que donc, vous avez compris, Epopia, en vrai, c'est magique et c'est super compliqué à comprendre vraiment tout ce qu'on fait. Est-ce que vraiment on lit chaque courrier des enfants? Oui, vraiment, on lit chaque courrier des enfants. Est-ce que vraiment c'est un écrivain Oui, vraiment, c'est un écrivain. Et donc, pour montrer tout ça et montrer que c'est pas que du vent, on s'est mis aussi à faire les coulisses, on s'est mis à faire des interviews des gens d'Epopia, à essayer de filmer le maximum de choses qu'on pouvait. On a fait une première série de vidéos qui a été diffusée il y a quelques mois, où c'était les écrivains qui répondaient aux questions de quel était leur meilleur mémoire Epopia. Parce que faut savoir qu'on a des trucs assez magiques chez Epopia. Par exemple, on a un enfant qui un jour nous avait envoyé des spaghettis crus, parce que dans l'histoire, le petit garçon qui communique avec l'enfant, on lui avait interdit de manger le soir, et du coup il avait envoyé des spaghettis au petit garçon pour lui dire tu les caches sous le lit, comme ça s'ils ne veulent pas te faire manger, après tu pourras les faire cuire et tu pourras les manger. Oui. Il y a ce genre de trucs assez exceptionnels qu'on vit là la semaine dernière, je crois, on a reçu, pour un enfant qui faisait une mission dinosaure, on a reçu des œufs en pâte papier, là, je ne sais plus comment on appelle ça, avec à l'intérieur plein de bonbons, qu'il a envoyé à l'enfant, et donc du coup... des fois, nous, on peut manger les bonbons. Donc, il y a vraiment ce truc magique. Et donc, tout ça, évidemment, c'est un contenu absolument formidable à raconter. Et donc, on s'est mis à faire les coulisses. Et on s'est mis aussi à faire la littérature jeunesse. Pourquoi? Parce que Epopia, en réalité, a un statut de maison d'édition. Parce que, quand je vous ai dit que le truc était vraiment magique et que c'était compliqué à comprendre, à la fin, ça je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, à la fin de l'histoire, l'enfant il peut recevoir un livre personnalisé avec tous ses courriers qu'il a échangés entre lui et les personnages. Les courriers, les dessins, les photos, tout ça, il y aura tout dans son livre. Donc du coup, on fait des livres. Du coup, on est une maison d'édition. Du coup, on voulait aussi se faire reconnaître par nos pairs des maisons d'édition, et on s'est mis à créer ce type de contenu. On va faire des reviews de livres et autres. Ça va? Ouais, c'est gentil. Alors, une fois qu'on a vu les 4 piliers, dans les trucs que j'aimerais dire, parce qu'on se pose souvent la question de, ok, il faut la qualité ou il faut la quantité, il faut le fond ou il faut la forme. Vous voyez, cette espèce de truc comme s'il fallait choisir à chaque fois, comme si on ne pouvait pas faire tout le temps les deux. Moi, il y a un autre point qui souvent n'émerge pas dans ces questions, mais qui je pense est super important, qui est le fait de créer du contenu original. La demoiselle que vous voyez derrière moi là, personne ne connaît vraiment son prénom normalement. Elle s'appelle Rebecca Ariane Givens. Mais en fait, on connaît un peu tous son visage. Pourquoi? Parce que cette jeune femme, c'est le modèle le plus utilisé, le plus vendu sur les banques d'images de données. Vous savez, les Shutterstock, Adobe Stock et compagnie. Cette nana, elle est partout, dans le monde entier. Et il y a encore aujourd'hui des grandes marques
qui vont faire des campagnes de pub en prenant son visage à elle. C'est quand même formidable parce que le concurrent l'a fait et ça fait 15 ans qu'on la voit partout. Et pourquoi elle marche autant? Parce que elle est jeune, elle est jolie, et puis aussi elle a ce truc de, on ne sait pas si elle peut être européenne, elle peut être américaine, elle peut être asiatique, elle passe absolument partout, et elle multiplie, vous pouvez la voir en cuisinière, en boxeuse, en ce que vous voulez. Et donc repérez bien son visage, vraiment repérez-le bien, parce que je vous jure que maintenant que vous l'avez vu, que vous l'avez capté, vous le verrez absolument partout. Donc, évidemment, on peut s'appuyer sur du Shutterstock. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller vers les banques d'images, nous on le fait aussi parfois, mais il faut quand même chercher à créer du contenu original. Et le contenu original, ça n'a pas besoin d'être une super grosse production. Vous prenez votre téléphone, c'est ce qui était dit un petit peu auparavant aussi, vous prenez votre téléphone, vous faites des interviews, il n'y a pas besoin que ce soit avec des grosses caméras. Aujourd'hui, on arrive à faire des trucs de fou avec quasiment pas de moyens. En tout cas, c'est ce que nous, on essaye de faire chez Epopia. Donc ce principe de contenu original, c'est vraiment, vraiment important. Et juste pour le principe de qualité-quantité, un des partis pris qu'on a chez Epopia, c'est de dire que si on fait une stratégie de contenu, en vrai, il faut de la quantité. Parce que vous êtes en concurrence tout le temps avec tout le monde, et vos concurrents sur les réseaux sociaux, ça c'est un truc vachement important à piger. Nous, nos concurrents, par exemple, d'Epopia sur les réseaux sociaux, ce n'est pas nos marques concurrentes directes. Ça va être Netflix, ça va être Tata Michel, ça va être toute personne ou toute entreprise qui est capable de produire du contenu. On est en concurrence tout le temps face à tout le monde. Donc si vous faites une super vidéo, que vous la diffusez, ça a marché pendant un mois, mais un mois après, plus personne ne parlera de vous. Donc il faut essayer d'avoir une récurrence, comme ça c'est vachement important. Et du coup, de faire de la quantité. Et de la qualité aussi, évidemment. L'autre truc, c'est on a essayé de multiplier les supports et de tester des choses en permanence. Là, en 9 mois, on s'est mis à faire, on a fait des stories Instagram, des posts Instagram, des stories Facebook, des posts Facebook, on a fait des webinaires, on a fait des podcasts, on a fait des cahiers d'activité, on a fait des cahiers de coloriage, on a fait des fiches pédagogiques, vous voyez, on a fait un nombre de trucs, mais incalculable. Et en fait, on va en tester plein. Au début, on n'est pas en train de se lancer en disant que ça va devenir notre fer de lance pendant les 10 prochaines années. On teste un support, on voit ce qu'il donne. Est-ce que la communauté l'apprécie ou pas? Est-ce que ça interagit avec ou pas? Et en fait, en fonction de ça, au fur et à mesure, on va pouvoir affiner, et puis garder seulement ceux qui marchent le mieux, et ceux, toujours pareil, qui sont le plus porteurs de sens par rapport à ce qu'on veut dire. Voilà, donc ça, c'est un peu les maillons principaux qu'on a fait. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que toute cette stratégie de contenu, elle va aussi servir votre SEO. Et que toute cette stratégie de contenu, il faut aussi la penser SEO. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc SEO, recherche naturelle, recherche organique et tout. Là, je vous ai mis quelques chiffres d'Epopia de cette année, comparé à l'année dernière. Cette année, du 1er janvier au 24 septembre 2020, là, on a 71% de notre trafic qui vient de l'organique. C'est-à-dire que 71% du trafic vient des recherches naturelles, que ce soit via Google, Quant, peu importe. Et le trafic général généré sur le site d'Epopia et son blog, on est passé de grosso modo 300 000 personnes en 2019 à 1 300 000 personnes en 2020. Alors on va dire, oui, ok, il y a eu le confinement, évidemment il y a eu le confinement. Mais si on n'avait pas eu le contenu qui était prêt à être visible pendant le confinement, on n'aurait jamais pu faire ça. Donc c'est vachement important de penser aussi le contenu que vous allez faire pour qu'il soit dans le temps et qu'il dure dans le temps. Et une stratégie de contenu, je pense qu'il y a un truc super important à piger dedans aussi, qui est que c'est quelque chose qui va se cumuler dans le temps. Vous voyez, une pub télé, on fait la pub télé, on lâche plein d'argent, on est content, ça marche pas, on est triste, mais on fait notre pub télé, à la fin de la pub télé, c'est fini. Plus personne ne la voit, votre pub télé. C'est terminé. Et il y a d'autres pubs télé qui prennent le relais et du coup, tout le monde la zappe. Votre contenu, quand vous allez faire du contenu, que ce soit du texte, que ce soit des vidéos, que ce soit des images, et que vous le mettez sur le web, il peut ressortir même des mois ou des années après. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. L'autre truc aussi, il me reste un peu de temps, donc j'en profite. Là, je parle du SEO. Il y a aussi tout ce qui est achat média. Et je pense que, je n'ai pas de slide dessus, mais j'en parle quand même. L'achat média est aussi nécessaire dans une stratégie de contenu. C'est-à-dire que quand vous avez un contenu qui marche, il faut être capable de pouvoir le pousser en média. C'est-à-dire mettre de l'argent sur la table pour que la vidéo sur YouTube elle soit vue, pour que la vidéo elle puisse aller faire de l'acquisition sur Facebook, etc., etc., etc. Et à l'inverse, le principe de l'espèce de quête du buzz, vous savez, il y a une espèce de toujours ce mythe-là, de quête du buzz, parce qu'il y a des mecs qui ont réussi à faire le buzz sans aucun achat média et qu'ils ont fait des vidéos qui ont été vues des millions de fois. C'est un peu comme le loto, quoi. Évidemment, il y a des gens qui gagnent au loto, mais c'est pas en grattant un ticket de loto. Ça peut pas être une stratégie d'aller gratter des tickets de loto. Et ben, je pense que ce principe de stratégie du buzz, même si elle peut être tentée, tout doit pas reposer là-dessus. Et je pense à l'inverse que c'est vachement plus pertinent d'aller reposer nos stratégies sur du long terme et quelque chose qui se cumule. Voilà grosso modo. Le dernier point que je voulais faire, c'est que cette stratégie de contenu, elle a réussi aussi
à améliorer la visibilité, ok, mais le lien qu'avaient les consommateurs avec Epopia aussi. C'est-à-dire que nos clients, nos parents, ont un lien avec la marque qui est beaucoup plus forte aujourd'hui. Et pour illustrer ça, en début d'année, on avait une note sur Trusted Shop. Trusted Shop, c'est des avis vérifiés. Quand vous achetez quelque chose sur Internet, après, ils vous envoient un mail pour dire est-ce que vous avez aimé ce produit. Il faut mettre une note de 1 à 5 étoiles. En début d'année, on était à 4,57, je crois, sur 5, d'après Trusted Shop, ce qui est déjà très très bien. Hein. Là, aujourd'hui, on est à 4,67. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un nous met un 4 sur 5, il nous fait baisser la note. On est obligé d'avoir que des 5 sur 5. Et donc là, depuis le début d'année, on a quasiment que des 5 sur 5. Donc ce principe de stratégie de contenu, non seulement ça va vous faire du business en plus, de l'acquisition en plus, mais en plus ça va permettre de renforcer le lien que vous avez avec votre communauté. Et voilà, merci beaucoup. Et dans 3 secondes, tu as terminé. C'est formidable. On s'assoit un petit peu. Comme tu l'as vu tout à l'heure, on a Damien qui va nous poser quelques questions. Alors, est-ce que Damien, tu nous entends? Je vous entends, ouais, tout à fait. Super. Est-ce qu'on peut avoir juste un retour un peu plus important sur la scène pour qu'on entende bien Damien? Parce qu'en fait, a priori, ça venait de là. Damien, vas-y, je te laisse poser la question. S'il y avait des questions, j'espère. Oui, alors j'ai plusieurs questions. J'espère que j'ai quelques minutes. Écoute, on a 5 minutes, c'est bon. Romain, Ouais. à titre perso, merci beaucoup. C'est hyper inspirant. Ça donne envie de venir bosser chez vous. Et puis surtout, merci de rappeler qu'un plan média, il faut mettre de l'argent. Et les belles vidéos que font les agences de com pour expliquer que regardez, avec des créatives, avec 0 € de budget, on a eu tant de vues, c'est du loto. Merci de le rappeler. Alors, sur les questions, plusieurs questions que je vous livre et qui recoupent certaines interrogations que j'avais. La première d'entre elles, c'est Loïc qui la pose. Faire autant de contenu, est-ce que ce n'est pas chronophage sur les autres activités? Parce que quand on est une petite entreprise, moi j'étais en start-up, par exemple, j'étais directeur marketing com, on a essayé de faire plein de contenu, c'est pas évident parce qu'effectivement, il faut faire des arbitrages. Donc comment on fait quand on se met dans ce process de création de contenu? Quelles sont les bonnes pratiques? Ouais. Alors, dans les stratégies marketing des startups en général, je regarde la télé parce que je te vois à la télé, mais c'est bizarre. Dans les stratégies marketing des startups, il y a ce fameux funnel, je ne sais pas si ça parle à des gens, mais le funnel ARR, acquisition, activation, rétention, référale, revenu. Et donc, en gros, l'idée, c'est qu'on va aller agir sur chacune de ces étapes, quoi. Nous, la priorité pour Epopia, à un moment donné, qu'on avait en fin d'année dernière, vu qu'on était censé avoir une forte notoriété avec la télé et que ça n'a pas marché, moi, ma priorité, c'était de dire, bon, voilà, faut qu'on aille sur de l'acquisition. Il faut vraiment que les gens viennent sur notre site, qu'ils découvrent notre site, qu'ils découvrent notre produit. Là, vu que l'acquisition a marché et qu'on a réussi à acquérir beaucoup de personnes qui sont venues sur le site, hein, là, par exemple, on se concentre beaucoup plus sur l'activation. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de faire du contenu, mais ça veut dire que on lance d'autres budgets, d'autres chantiers. On est en train de refaire le site internet, par exemple, parce que la priorité bascule sur l'activation. Donc je pense que oui, c'est chronophage, oui, il ne faut pas tout faire en même temps, il faut faire des choix. Après, c'est là où ça devient de la stratégie globale, quoi. Les contenus sont uniquement produits en interne? Est-ce que vous avez fait appel à une équipe, des free ou autre? Non, on a fait le choix on a internalisé, on internalise tout en fait. On est là, par exemple dans l'équipe com aujourd'hui, chez Epopia, donc il y a moi évidemment, mais avec moi j'ai 3 personnes qui sont en CDI, 2 alternants et une personne en freelance qui nous aide sur le SEO. Mais qui vient sur site, et un des trucs qu'il y a chez Epopia aussi, qui je pense c'est une des forces de cette boîte, c'est que il y a les valeurs, j'ai pas arrêté d'en parler, hein, mais c'est pas du vent, c'est vraiment un truc auquel on tient. Il y a une culture d'entreprise qui est super forte, il y a un lien dans les équipes qui est super forte, et je pense que c'est ça qui permet aussi d'avoir cet objectif commun et que tout le monde le comprenne. Et je pense qu'il y a des trucs il y a un bouquin qui s'appelle Ces idées qui collent, qui est vachement bien, qu'il faut lire, et dedans il parle du principe des ordres de commandement, et l'ordre de commandement c'est une phrase que tout le monde va pouvoir comprendre et qui ne va pas être sujette à des interprétations et qui est assez vague pour qu'on puisse savoir qu'il faut aller dans ce sens-là. Par exemple, nous, le principe de dire il faut apporter du contenu récurrent de qualité à la communauté, c'était notre ordre de commandement pendant l'année. On savait que, ok, je veux faire un truc, est-ce que ça rentre là-dedans? Si c'est oui, j'y vais, si c'est non, j'y vais pas. J'ai 2 dernières questions. La première, c'est Corinne, qui dit quelle est votre logique de partage de contenu, par exemple publication 3 fois par semaine d'un article de blog, etc., etc. En gros, le plan de publication.
Alors ça évolue pas mal, on teste pas mal de choses en fait. On publie plusieurs fois par semaine sur Facebook, sur Insta. Et après en fait on va changer un peu le rythme des publications suivant. En fait on change beaucoup de choses tout le temps, on teste beaucoup. Alors peut-être des fois un peu trop, hein, j'en sais rien. Mais on est vraiment sur cette logique du fameux test and learn. Mais en tout cas ouais, il faut pas saturer l'audience, mais il faut quand même pas hésiter à y aller. En tout cas c'est le parti pris qu'on a pris quoi. Damien, une question courte, la dernière. La dernière, c'est justement sur la communauté. Est-ce que vous êtes basé uniquement sur vos clients existants pour arriver justement à avoir on va dire, à toucher des gens et faire en sorte que ça décolle? Parce que par rapport à la publicité qu'il a télévisée, où vous allez chercher des gens que vous ne connaissez pas, là, vous êtes recentré sur votre communauté. Alors en fait, en début d'année, c'était vraiment centré sur la communauté. Il y avait un truc qui était assez intéressant, c'est que je parlais des sondages qu'on a fait, enfin les questionnaires qu'on demandait aux gens pour faire le produit. On avait à peu près 30% de personnes qui n'étaient pas clients. On leur demandait s'ils étaient déjà clients ou pas d'Epopia. Et à chaque fois, on avait une moyenne d'à peu près 30% des gens qui n'étaient pas clients. Donc on allait quand même toucher avec ça des gens qui n'étaient pas clients. Et depuis le début de l'été, à peu près, là, on est en train de basculer encore une fois notre stratégie. Et là, ça devient, je n'ai plus la phrase en tête exactement, mais en gros, c'est aller chercher des gens qui sont en dehors de notre communauté. C'est multiplier les points de contact pertinents en dehors de notre communauté, ou un truc comme ça. Donc maintenant qu'on a refédéré la communauté et qu'elle est ultra forte, on va aller en chercher ailleurs. Ok, super. Okay. On Merci. peut applaudir Romain. Merci beaucoup. Et merci pour cette bonne conférence.